Bonne année et bienvenue à cette première capsule éthérique de Montréal Hanté pour l'année 2025. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons de l'ancien refuge Sainte-Brigide. Comme vous le savez sûrement, la mission de Montréal Hanté est de vous faire connaître les centaines de fantômes que recèle Montréal et sa région, et ce par des visites thématiques, des enquêtes paranormales, des tournées des bars et son site que je vous encourage fortement à consulter. Le lien se trouve dans la description. Je vous encourage également à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules. Et maintenant, parlons fantômes. L'École des hautes études commerciales de Montréal, les HEC, se construit un tout nouveau campus à côté de la basilique Saint-Patrick, site sur lequel existait autrefois un asile et refuge de nuit appelé St. Bridget's Home and Night Refuge, ou refuge Sainte-Brigide, pour les victimes de la famine irlandaise. Le lieu accueillait les indigents, les sans-abri et de nombreuses femmes esselées. L'asile fut témoin d'innombrables tragédies au fil des ans, ce qui aurait donné naissance à de nombreux fantômes. C'est pourquoi on dit déjà que le nouveau campus sera hanté par les esprits de la famine irlandaise. La famine irlandaise et ses impacts à Montréal représentent probablement la tragédie la plus dévastatrice de l'histoire de la ville. En 1847, plus de 75 000 réfugiés irlandais, dont beaucoup sont frappés par le typhus, débarquent sur les quais de Montréal, une ville qui ne compte que 50 000 habitants à l'époque. Ils fuyaient le colonialisme britannique, exacerbé par la famine dite de la pomme de terre, qui fit plus d'1 million de morts sur les côtes irlandaises. Alors que les Irlandais mouraient de faim, les Britanniques exportaient les ressources d'Irlande et les propriétaires terriens anglo-irlandais absents expulsaient des dizaines de milliers de fermiers affamés des terres que les colonisateurs avaient volées. Alors qu'ils traversaient l'océan Atlantique sur des bateaux cercueils, de nombreux réfugiés contractèrent la fièvre typhoïde et moururent en mer à la station de mise en quarantaine de Grosse-Île ou à Montréal. Ceux qui moururent à Montréal furent enterrés dans les fosses communes le long du canal de la Chine ou à l'emplacement des baraques à fièvre de Pointe-Saint-Charles, où se trouve aujourd'hui le monument de la Roche-Noire. Cette tragédie coloniale laissa plus de 600 orphelins irlandais, ainsi que d'innombrables veuves. John Francis Maguire relate la tragédie dans The Irish in America de 1868. Ce déplorable ravage de la vie humaine laissa des centaines d'orphelins dépendant de la compassion du public. Et les Canadiens français répondirent noblement à l'appel inconscient de cette multitude de petits êtres sans ressources. À moitié nus, crasseux, couverts de vermine engendrée par la faim, la fièvre et la saleté de la cale du navire, peut-être avec les germes de la peste tapis dans leur sang vicié, ces innocents sans défense de tout âge, depuis le nourrisson arraché au sein de sa mère morte, jusqu'à l'enfant qui pouvait à peine dire le nom de ses parents, étaient rassemblés sous la protection bienveillante de l'Église. Les responsables de l'Église Saint-Patrick, qui venaient d'ouvrir ses portes, de même que d'autres ordres religieux, s'empressèrent d'apporter du mieux qu'ils pouvaient l'aide. Même si de nombreux orphelins furent adoptés, dont des centaines dans des foyers francophones, il était nécessaire de fournir des soins supplémentaires à ceux qui avaient été laissés pour compte. Débordés par leur nombre croissant, les autorités gouvernementales firent appel aux Sœurs Grises, qui soignèrent d'abord les réfugiés dans une maison située sur la ferme Saint-Gabriel, puis dans un bâtiment du boulevard Saint-Laurent. Malheureusement, le refuge dut fermer ses portes par manque de moyens. Par la suite, les religieuses hébergèrent les malades dans divers lieux temporaires. La nécessité d'un refuge permanent et d'un orphelinat était flagrante.
L'année suivante, un père remarquable, le père Patrick Dowd, est déployé depuis l'Irlande pour prendre en charge l'église Saint-Patrick et la situation des réfugiés de la famine. Natif de Dunleer en Irlande en 1813, il étudie la prêtrise à Newry et est ordonné en 1837 au séminaire de Saint-Sulpice de Paris, puis devient sulpicien en 1848. À l'époque, les catholiques de Montréal ne pratiquaient leur culte qu'en français. En 1846, le père Jean-Vincent Quibilier, supérieur sulpicien du Petit Séminaire de Montréal, se rend en Irlande pour recruter des prêtres irlandais. Lorsque le père Patrick Dowd répond à l'appel, l'archevêque irlandais dit au père Quibilier « Vous me demandez mon propre cœur ». Mais il donne la permission au père Dowd de venir à Montréal. Celui-ci arrive en juin 1848 et est nommé pour desservir la communauté irlandaise en plein essor. À l'église Saint-Patrick, il devient rapidement connu comme un évêque officieux de la communauté. En tant que pasteur, il est à la fois vénéré et craint. Son franc-parler et son comportement parfois vindicatif sont tempérés par son extraordinaire capacité à charmer. Il est doté d'une intelligence extraordinaire et d'une énergie débordante. Le père Dowd est également connu pour sa fermeté inébranlable, sa charité inépuisable et son altruisme. Ces qualités expliquent sans doute pourquoi ses paroissiens le révéraient tant. Lorsqu'il arrive, il commence immédiatement à planifier la construction d'un orphelinat et d'un refuge pour les personnes vulnérables. Il se charge de collecter les fonds et 3 ans plus tard, en 1951, l'orphelinat Saint-Patrick ouvre ses portes. Situé au nord-ouest de l'église, imposant édifice de 4 étages fait face à la rue Dorchester, l'actuel boulevard René-Lévesque. Le père Dowd achète par la suite une grande concession funéraire dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il sait que beaucoup des survivants de la famine périront trop jeunes. Les orphelins qui survécurent au typhus se retrouvent souvent avec un système immunitaire affaibli et ceux qui avaient perdu leurs proches sont confrontés à de nombreux problèmes de santé mentale. Le dénuement et l'absence de domicile ne font qu'aggraver les problèmes de santé. Ensuite, le père Dowd entreprend la construction d'un refuge permanent. Après des années de collecte de fonds, le célèbre architecte Victor Bourgault est choisi pour concevoir le bâtiment. La mission de cette institution est de prendre soin des femmes et des hommes âgés, d'offrir un refuge aux jeunes filles et de leur trouver des places dans les foyers convenables. Le refuge offre également un hébergement de nuit aux personnes et familles sans abri. En 1965, l'asile et refuge de nuit Saint-Brigide ouvre ses portes à des centaines des plus vulnérables personnes de la ville. Le refuge est un lieu animé qui offre toujours un petit déjeuner à ceux qui ont passé la nuit. Plus de 200 000 personnes auront recours au service du refuge au cours de ces 20 premières années. Malheureusement, au fil des ans, de nombreux habitants périrent et furent enterrés dans le lot du cimetière que le père Dowd avait aménagé sur le Mont-Royal. Les causes de décès allaient de la vieillesse aux maladies comme le typhus, le choléra et la variole, en passant par les suicides et même les peines d'amour. Un problème majeur surgit avec l'adoption, le 30 mars 1883, de la loi québécoise sur l'anatomie. Elle stipule que tous les hôpitaux, orphelinats, prisons, hospices et autres organismes de bienfaisance financés par l'État sont tenus de remettre aux autorités les cadavres, à moins que le corps ne soit réclamé par un membre de la famille dans un délai de 24 heures. La raison d'être de cette loi était de mettre terme au vol de cadavres pour répondre aux besoins des étudiants en anatomie. Les écoles de médecine qui se procuraient des corps auprès de quelqu'un d'autre que l'inspecteur municipal d'anatomie se voyaient infliger une amende pouvant aller jusqu'à 200 $.
tout comme les organismes caritatifs financés par le gouvernement qui refusaient de remettre leurs cadavres non réclamés. Le père Dowd était très inquiet de cette nouvelle loi, car l'Église catholique désapprouvait généralement de la dissection humaine. Elle considérait ça comme une forme de profanation. La loi connut un succès indéniable. En mars 1884, le Canada Medical and Surgical Journal annonce qu'aucun pillage de tombe n'a été signalé au Québec cet hiver-là, précisant « les exigences des facultés de médecine ont amplement été satisfaites ». Le père Dowd n'appréciait pas la coercion du gouvernement, d'autant plus que la plupart des orphelins ne possédaient pas de famille pour réclamer leur corps. Certaines rumeurs veulent même que Dowd avait trouvé le moyen d'enterrer secrètement certains de ses paroissiens dans la parcelle du cimetière en se cachant et en trafiquant les registres. Avec l'âge, sa voix puissante s'affaiblit, et au début du mois de décembre 1891, il est admis à l'infirmerie du séminaire pour pneumonie. Il décède le 19 décembre à l'âge de 78 ans. Plus de 20 000 personnes défilent devant sa dépouille. Les funérailles ont lieu à l'église Notre-Dame en présence de 4 évêques et 200 prêtres. Contrairement à beaucoup de ses cours religionnaires qui furent envoyés à l'anatomie, le père Dowd a été enterré parmi ses confrères sulpiciens dans la crypte du grand séminaire. Bien que l'orphelinat lui-même fût démoli en 1904, le refuge continua à fonctionner sous la direction des Sœurs Grises. En 1928, le refuge Sainte-Brigitte est rebaptisé Father Dowd Memorial Home. Pendant des décennies, il continue à fournir des services à des centaines de démunis de la ville. Cependant, au fil des ans, le bâtiment commence à prendre de l'âge. En 1977, le refuge est jugé obsolète et structurellement insalubre. Il ne répond plus aux normes de sécurité modernes et commence à s'effondrer. Saint-Patrick décide d'abandonner le foyer après avoir trouvé un nouvel emplacement dans la Côte-des-Neiges. Une fois que les résidents furent relogés, le bâtiment a été placardé et laissé à l'abandon. La coquille vide de l'ancien refuge ne semblait plus à sa place près de la si belle église Saint-Patrick. De nombreux passants et fidèles estimaient que le bâtiment possédait un aspect de maison hantée. Pour d'autres, il s'agissait d'une horreur qui n'évoquait que de mauvais souvenirs. Après de nombreuses plaintes, le refuge original fut démoli en 1979. Les fondations furent recouvertes d'asphalte pour devenir un stationnement. Au fil des années, certains changements ont eu lieu. Le 17 mars 1989, jour de la Saint-Patrick, l'église a été élevée au rang de basilique mineure par le pape Jean-Paul II. Le 7 avril 1992, un terrible incendie se déclare dans le nouveau Father Dowd Memorial Home de Côte-des-Neiges. 5 personnes âgées y périrent et plusieurs autres ont été grièvement blessées. En 1997, la basilique Saint-Patrick et la ville de Montréal conclurent une entente pour transformer le site du refuge Sainte-Brigitte en un espace vert non officiel. Power Corp finance un aménagement paysager mettant en valeur les fondations de l'ancien refuge et la ville de Montréal fournit les bancs, les poubelles et l'entretien annuel. Le petit parc était une oasis dans la mer d'immeubles du centre-ville de Montréal. Les habitants du quartier, les paroissiens, les touristes et les employés de bureaux en pause profitaient de cet espace vert. Toutefois, le 30 avril 2009, des représentants de la ville de Montréal informèrent la basilique Saint-Patrick qu'ils annulaient l'accord de 1997. Il semblerait qu'un différend soit survenu entre les deux parties. Le 15 mai suivant, la ville interrompt l'entretien et la surveillance des lieux et les employés municipaux démontent et enlèvent les bancs et les poubelles. Dans sa lettre, le directeur des travaux publics remarquait «
Nous sommes persuadés que l'aide de la ville pour rendre cet endroit agréable aura bénéficié à la fabrique Saint-Patrick et à ses fidèles. Peu après, l'espace commence à se détériorer. La basilique reçoit des plaintes des voisins concernant la malpropreté, l'occupation illégale et les activités nocturnes dangereuses sur les lieux. Il y a également des observations d'un mendiant fantôme échevelé qui s'approchait des gens la nuit brandissant un gobelet d'étain avant de s'évanouir dans la nature. Au cours de ses recherches, Montréal Hanté a entendu parler d'une résidente qui aurait fréquemment aperçu ce fantôme tandis qu'elle promenait son chien la nuit. La situation devenait intenable. Selon le Catholic Register, la basilique Saint-Patrick a décidé de vendre le site de Sainte-Brigitte après que la ville de Montréal ait intenté une action en justice pour obtenir le remboursement d'impôts fonciers sur le stationnement de l'église. La basilique aurait exploité le stationnement en exemption d'impôts pendant des décennies, mais la ville prétend qu'il s'agissait d'une société commerciale et qu'elle aurait dû payer des impôts. Saint-Patrick décida donc de vendre le terrain et de créer une fondation afin d'assurer l'avenir financier de l'église historique. Les HEC se sont portés acquéreurs du terrain en mai 2018 et ont annoncé la construction d'un pavillon de 184 millions de dollars sur le site de l'ancien refuge. Les résidents n'ont pas été impressionnés par ce projet et ont lancé sans succès une campagne pour sauver l'espace vert. Phil Chu, qui habite à 2 rues de là, a déclaré que les voisins souhaitaient que les fondations et espaces verts restent intacts. Les ruines et l'espace vert ne sont pas correctement préservés dans le plan des HEC, a-t-il déclaré. Toutefois, un porte-parole de l'école a indiqué que le projet inclurait un élément commémoratif rappelant l'histoire du site. Nous prévoyons retracer les fondations du refuge Sainte-Brigide à l'intérieur et à l'extérieur de notre bâtiment et d'utiliser certaines des pierres des fondations existantes pour reconstruire partiellement les murs. Au moment de la publication de cet article sur le site de Montréal Hanté, les ouvriers du nouveau campus des HEC avaient déterré une partie des fondations du refuge pour les intégrer au nouveau bâtiment. Entre-temps, la ville affirme avoir proposé de mettre en valeur l'espace vert restant devant la basilique. Un des problèmes reliés à la réincorporation de vestiges de maisons hantées dans les nouvelles structures est que l'activité paranormale peut se transférer et investir le bâtiment nouvellement construit. L'exemple le plus célèbre de ce phénomène à Montréal est Duggan House, qui a incorporé de la pierre provenant du château hanté de Simon McTavish. Selon Dominique Desormeaux, enquêteur paranormal à Montréal Hanté et 13 Spirits, les HEC construisent sur un terrain qui a été entaché d'énergie négative, de chagrin d'amour, de mort et de maladie. Le site est hanté par toute cette activité, et en creusant et construisant sur le terrain, ils vont raviver cette énergie. Lorsqu'on lui demande ce qui attendrait le nouveau campus des HEC, M. Desormeaux répond « Certains esprits ne seront pas en repos. Vous pouvez donc vous attendre à une grande variété d'activités paranormales. Il s'agira probablement de points froids, d'apparitions de corps entiers, de dysfonctionnements d'appareils électriques et de personnes touchées, poussées et griffées par des forces invisibles. Les esprits pourraient même effrayer les gens et s'en prendre aux faibles d'esprit, ce qui pourrait conduire certaines personnes à la dépression. Voir Source Perfect. Avec une histoire aussi tragique et des prédictions désastreuses d'activités paranormales, Montréal Hanté attend de voir ce qui se passera au nouveau campus des HEC. Que pensez-vous de ce développement sur les lieux de l'ancien refuge Sainte-Brigitte? Pensez-vous que les HEC seront frappés par des phénomènes paranormaux et inexpliqués? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Je vous encourage à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications. Et je vous souhaite également, de ma part et de part de toute l'équipe
de Montréal Hanté une très bonne année 2025. On se revoit dans 2 semaines et d'ici là, gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.